Alors, je remercie Rachel Noué pour son invitation, qui a été aussi l'occasion pour Didier Laroche et moi de revenir sur certains monuments, d'affiner certains points, et notamment de faire, pour lui, de faire les dessins qui vous permettront de comprendre justement le titre et le sous-titre, qui est, au fond, est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'on monte, on monte, on monte? Et pourquoi monte-t-on d'ailleurs? Et ce sont ces questions que nous sommes posées, et vous allez voir des dessins qui... Ça fait près de 40 ans que nous travaillons ensemble, donc des dessins qui s'étalent sur un grand arc de temps, mais vous avez des dessins tout frais, hein, qui datent de la semaine dernière. Hein. Il y a vraiment de l'inédit, hein, dans ce qui va vous être présenté. Voilà. Alors, petite vue de Delphes avant, donc c'est le lieu le plus en vue, Epiphanestatos Topos. Alors, vous reconnaissez, hein, le... Est-ce que ça me... Non, pas un truc beau. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Oui. Voilà. Donc, le temple, l'autel, le pilier de Prusias qui a été remonté. Alors, voilà. Donc, j'ai associé le nom de Didier Laroche, vous comprendrez pourquoi, tous les dessins sont de lui, et on a aussi beaucoup discuté. Alors, le sanctuaire d'Apollon se situe sur un versant. Vous voyez ici, vous reconnaissez ces prix du Kirphis, c'est-à-dire la montagne en face. Donc, vous reconnaissez le stade, le théâtre, et vous avez ici le sanctuaire d'Apollon. Ce qui pose des problèmes de mise en place des monuments. On n'est pas à Olympie, où c'est tout plat, à part le Chronion, mais... Donc, il faut trouver des solutions. Et c'est ainsi qu'on est amené à poser la question des empilements d'une certaine façon. Alors, le plan du sanctuaire, et nous allons partir d'un point. Quand vous regardez ce plan, vous voyez qu'il y a une zone centrale qui est limitée par la terrasse du mur polygonal dont le nom est faux, puisque c'est que le soubassement qui est polygonal. Il faut imaginer 15 assises isodomes au-dessus. Cette partie, donc, qui est la partie la plus sacrée, est accompagnée de tout un ensemble où vous avez de nombreuses offrandes, certaines justement dans un thème qui a été évoqué hier, le long des routes, des chemins. Ne parlons pas de voies sacrées, puisqu'il ne s'agit pas d'une voie sacrée, et que l'état que les fouilleurs ont découvert est l'état de la fin de l'Antiquité, et correspond donc à la rue du village byzantin qui avait une toute autre sacralité. Alors, il faut comprendre ce qui s'est passé à Delphes. Au départ, on a une agglomération avec un petit sanctuaire d'Apollon. Ce sanctuaire devient riche à cause de l'oracle et à cette occasion suscite la jalousie, l'envie des voisins. De sorte que le sanctuaire, confronté à ces périls, se donne d'une certaine façon à une organisation supra-étatique qui s'appelle l'Amphictyonie, qui est installée aux Thermopyles. C'est l'organisation des voisins. Et les Delphiens, en tant que phocidiens, ce qu'ils rejettent, sont membres de cette façon de l'Amphictyonie. Mais l'accord qu'ils passent consiste à avoir un statut démesuré, non, qui n'a rien à voir avec ce qu'ils sont réellement, mais qui a à voir avec la richesse que leur apporte l'oracle, qui est un oracle qui donne satisfaction. L'oracle de Delphes a
malgré tout ce qui a été raconté, hein, a donné satisfaction. Les gens avaient confiance en Apollon, peu confiance dans les agents humains, donc ils prenaient des mesures pour lutter contre les dérives, mais pendant 1000 ans, ils ont fait confiance à Apollon. Donc, à la suite d'un conflit très violent, qu'on appelle la Première Guerre sacrée, et qui a laissé des traces dans l'espace delphique, et ça c'est la découverte de la fouille de Jean-Marc Luce, sous l'un des rares espaces laissés par la Grande Fouille, parce qu'il y avait la dernière assise de fondation du pilier rhodien. On n'a pas fouillé en dessous, alors que la Grande Fouille fouillait jusqu'au sol vierge. Là, on s'est arrêté. Et là, donc, on a pu trouver un certain nombre d'éléments prouvant une continuité d'habitat du 2e au 1er millénaire, et ensuite montrant le moment où le sanctuaire s'est défini avec sa première enceinte. Il y a eu donc à ce moment-là la zone blanche qui est mal limitée vers le nord. Au nord, il y a les Phédriades, on est entre deux apics, l'apic des Phédriades et ensuite l'apic qui descend sur le Pléistos, une sorte de plateau un peu en pente. C'est là que se trouve le sanctuaire. Et dans ce lieu qui a été défini, ils ont eu, et c'est merveilleux, quand ils ont construit le mur, ils avaient expulsé des gens, ça s'est passé très mal, qui ont laissé de la vaisselle, le lieu a été abandonné un certain temps, et ces gens ont eu la merveilleuse idée de laisser du corinthien moyen. C'était formidable. Donc, on sait la date, et ce mur de Péribole est donc lié au début du VIe siècle. Et puis, au milieu du VIe siècle, il y a le grand incendie du temple qui suscite, du côté de l'organisation amphictyonique qui est responsable des biens d'Apollon, l'idée de faire en grand et de faire quelque chose qui, pour moi, une fois qu'on a bien mis les choses en place, évoque Olympie, non pas topographiquement, mais dans l'esprit. À Olympie, vous avez l'Altis, qui est le cœur sacré, et puis autour, il y a le Hieron, qui est beaucoup plus grand. Et à Delphes, on a à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont rebâti un temple plus grand, donc ils ont eu besoin d'une grande terrasse, et ils ont également profité de l'occasion pour agrandir le sanctuaire. Il n'y aura plus d'extension, sinon du côté des entrées, avec le portique ouest annexé, donc une entrée beaucoup plus à l'ouest, et de l'autre côté, le portique Attalide, l'ensemble Attalide, et une entrée déplacée à l'est. Voilà. Alors, cette terrasse, cette zone qui devient la zone la plus sacrée, la plus en vue, c'est là qu'il faut se montrer. Mais c'est là on doit faire des offrandes en hauteur, des dispositions de statues en hauteur. Alors, bien sûr, ils n'ont pas attendu cette terrasse, cet aménagement de la fin du VIe siècle. Vous connaissez tous la Sphinge d'Enaxien. Alors, vous la voyez ici sur une photo qui est très intéressante, qui a été prise par un professeur de l'Institut Pasteur, qui était en croisière, et nous sommes avant la construction du musée Syngros. Et donc, c'est dans un bâtiment qui est un peu, voilà, pas un beau bâtiment. Et vous la voyez donc déjà là. Et puis, vous la voyez donc, cette grande statue qui, pour certains, alors, on a vu la typologie des sphinges funéraires et votives. Cette sphinge n'est pas funéraire, mais certains l'associent au tombeau de Dionysos. Alors, il se trouve que Pausanias, qui a beaucoup parlé de Delphes, ne parle pas de monuments hauteur, à 2 exceptions près. La première exception, c'est Phryné, dont on n'a rien. Bon.
Et puis l'autre exception, c'est le Citalcas, quelque chose d'assez particulier, dont il nous dit que c'est un Apollon qui fait 35 coudées de haut, donc plus de 17 mètres. Alors, dans une première maquette qui a été faite en 1992, l'Apollon a été fait en savon, mais il était sur une base directement. C'était la façon dont on le voyait dans les années 1900. On utilisait une grande base qui ressemble tellement à la base de Gélon olympique, ça doit être une base de quadrige, et sans doute le quadrige d'Archésilas, donc le quadrige de Cyrène. Alors, c'est un dessin de Didier Laroche. Alors, voilà, j'attire l'attention sur le pilier de Prusias, où vous voyez une végétation non pas arborescente, non pas pleine de fleurs, mais des épis dorés. Il y a un autre dessin qui n'a... Mais ce dessin a été publié dans le livre de Claude Rollet. Vous reconnaissez l'orige de Delphes, pour montrer des gens. Voilà. Et vous avez ici Paul-Émile mal placé. Vous avez les Messéniens dans une première version avec la Niké dans sa cage, du trépied un peu canari. Alors, au départ, l'offrande à Delphes, comme ailleurs, c'est le trépied. Mais c'est le trépied d'usage, c'est-à-dire un trépied où on peut faire bouillir de l'eau pour la cuisine sacrificielle. Mais à Delphes, au début du Ve siècle, la mode se répand de grands trépieds. Vous avez ici le trépied de Crotone, 476 à peu près, qui a été édifié à la suite d'une victoire de Crotone quand les Syracusains ont voulu rebâtir Sybaris. Et ce grand trépied se dressait sur la base était conservée, elle a été un peu rafistolée après la grande fouille pour mettre dessus ce qu'on croyait être le trépied de Platée, enfin mettre dessus de façon imaginaire évidemment. Donc il a été entièrement démonté, vous allez voir ce qui est devenu le trépied de Platée, et puis à côté il y a un autre monument qui est alors allez au 5e siècle, vous n'avez que qu'une base avec un trépied. Vous voyez ici. Au IVe siècle, le monument qui se trouve devant le port, entre le trésor des Athéniens et le portique, sur le côté sud, ce monument a été enveloppé et on a placé un omphalos, on a fait un grand monument delphique dont on a une image à Herculanum que vous verrez à la fin. Mais à côté, le trépied qui est le symbole de Delphes, ce grand symbole de Delphes, à côté des gros trépieds qui reposent directement sur leur base, une base basse, on a les trépieds en hauteur. Et c'est un ensemble de monuments sur lesquels nous revenons actuellement parce que le guide de Delphes a publié ce dessin qui n'avait jamais été fait. Pierre Amandry avait montré que les bases des Déinoménides ne portaient pas la Niké et le trépied directement, enfin la Niké sous son trépied, mais que ces offrandes se trouvaient sur des colonnes. Et nous avons donc travaillé sur les colonnes, sur un type de colonne lié au palmier et avec des bases donc très particulières. Or, il se trouve qu'après l'article de Pierre Amandry, Didier Laroche a attribué un fragment de base de ce type à la colonne serpentine. Donc là, vous avez le modèle végétal, enfin, la colonne est simplement indiquée, pas de dessin, et puis ici, vous avez le modèle animal. Après, donc, nous sommes plus tard, dans la deuxième moitié du 5e siècle, vous avez les piliers triangulaires qui reprennent les motifs du monument de Syracuse. Alors voilà les bases palmiformes de Persépolis
qui sont empruntés, motifs empruntés à l'Égypte et qu'on retrouve, mais qui n'a eu de succès véritablement qu'à Delphes. Donc, trépied en hauteur, et voici donc le trépied de Platée, qui, alors, il y a eu de grands débats au départ pour savoir si le trépied de Platée était un trépied gigantesque ou si c'était un trépied posé sur les serpents. Alors, les internautes travaillent sur les monuments syracusains et leurs dérivés messéniens invitent donc à choisir cette solution du petit trépied, d'autant que le trépied était en or. Et évidemment, il est plus facile d'imaginer un petit trépied là-dessus. Alors voilà la situation actuelle. Vous avez le trépied de Crotone, hein, qui lui était un beau trépied avec peut-être le groupe que l'on voit sur les monnaies du petit Apollon et du serpent Python. Et ici, vous avez la présentation actuelle avec une base refaite entièrement, parce que vu ce qu'il en reste, la base campaniforme et la colonne, enfin une copie de la colonne que Constantin avait portée à Constantinople, la ville qu'il avait fondée et qui se trouve toujours là. Alors, cette offrande syracusaine a été modifiée au cours des âges et dans les années 340-330, à l'époque de l'achèvement du temple, les deux bases ont été écartées et on a inséré à l'arrière, de façon à former un triangle, une troisième base qui, alors là, bon, nous allons proposer dans l'article d'y voir une offrande de Timoléon, Timoléon qui est le troisième fondateur de Syracuse et dont Gélon était d'une certaine façon le modèle. Troisième fondateur depuis Archias le premier, Gélon le refondateur de Syracuse qui agrandit la cité, en fait une cité de 10 000 citoyens, et Timoléon qui la restaure. Alors, l'offrande messénienne, dans un premier temps, quand nous avons travaillé sur l'offrande messénienne, on avait fait une offrande unie. On s'était intéressé qu'à l'offrande de marbre et on avait cru, c'était une erreur d'interprétation, qu'il y avait des traces d'un trépied. Grâce aux travaux de Marianne Amiot sur la victoire de Samothrace, nous avons compris qu'il s'agissait du système de fixation d'une statue ailée en hauteur, ce qui pose des problèmes à cause des vents, et qu'il n'y avait pas de trépied. Et il nous est resté le deuxième pilier, celui sur lequel Hans Ponto mettait la statue de Phryné, enfin, sans aucune raison, hein. Mais quand j'ai expliqué ça à Jürgen von Unger-Sternberg, il m'a dit « Ah, c'est dommage pour Phryné ». Alors, donc, grâce à Olga Palaya et à son recueil Nafpaktos, nous avons été amenés à reprendre le sujet et à refaire l'étude, donc à proposer une nouvelle version. Puis, à cause des exigences d'un programme sur le sacrifice à Delphes, nous avons rapproché les deux bases, la base blanche et la base noire, du temple, retrouvant la présentation d'Olympie. Alors, nous avons un trépied en plus, mais à Olympie, les trépieds étaient, vous le savez, c'est écrit dessus d'ailleurs, étaient aux angles du fronton. Alors, nous avons donc un premier moment à bien avoir en tête. Nous sommes au 5e siècle, et là, on vise la frise. Donc, c'est les colonnes, toutes les hauteurs visent la hauteur de la colonne. C'est le temple des Alcméonides que vous avez ici. Donc, il faudra bien avoir en tête qu'il y a deux niveaux importants. Le niveau de l'architrave ou de la frise, enfin trois, architrave, frise
et le niveau des acrotères. Voilà donc une vision des Messéniens. Au IVe siècle, on voit apparaître une nouveauté, mais qui est liée aux travaux du temple. Vous savez, le temple est détruit par un glissement de terrain, et à la suite de cette destruction, on le reconstruit. Et en même temps, on aménage les terrasses autour. Alors, une première terrasse avait été aménagée à l'est, où se trouvaient les offrandes du Ve siècle. C'est là que vous avez le trépied de Platée, le trépied de Crotone, et vous avez devant les Tarentins. Et dans le même côté, le monument phocidienne. Tout un ensemble, début du Ve siècle. Et puis, on crée une nouvelle terrasse dans la réaménagement. C'est un espace où le péribole a été détruit, et on a réaménagé un ensemble avec, plus au sud, le trésor de Cyrène, qui est sur le péribole, et dans cette zone-là, donc en face du temple, le monument des Rhodiens. Ce monument des Rhodiens, c'est le char doré du soleil. Un texte écrit sur le pilier nous le dit. On dit qu'on gravera ce décret en l'honneur des juges rhodiens sur le char du soleil offert par le peuple rhodien. Donc pas de problème, mais ce monument a été monté en hauteur. Pourquoi? Parce que les concepteurs ont visé un rapprochement avec le temple. Alors voilà, alors c'est un dessin qui est tout frais, hein. Donc où vous avez le temple avec donc ici l'acrotère. Alors bon, c'était une dispute avec Francis Croissant. C'est le grand mutilé, l'Apollon, hein, sur son trépied que Francis Croissant met dans le fronton, que nous avons monté en haut, des trépieds. Alors vous allez voir pourquoi, quel intérêt des trépieds. Donc ici le char, et vous remarquez donc cette confrontation, si on peut dire, entre le pilier, le groupe du pilier et l'ensemble du décor du fronton. Alors ici vous retrouvez notre cher trépied crotoniate. Ici derrière vous avez l'autel, le monument de l'Orige. On trouve des objets connus. Alors, à ce moment-là, le temple, la construction du temple joue un rôle moteur parce que ça donne des idées. Et là, vous avez, c'est une idée un peu folle. Donc, il y avait une colonnade intérieure. Et on a utilisé, Didier Laroche a utilisé la colonnade du monument d'Aristaïneta du IIIe siècle, dont je vais vous parler tout à l'heure, pour visualiser ce que ça pouvait donner. Et ça va permettre une chose, c'est de comprendre encore une histoire de niveau possible de monument. Alors, évidemment, là, on place les bases de colonnes sur le sol et on n'a pas de base en dessous. Alors, au IIIe siècle, les riches familles d'Étolie sont de grands donateurs à Delphes. Et ils offrent des monuments un peu particuliers qu'on appelle les monuments à 2 colonnes. C'est très simple, on voit tout de suite ce que c'est. Et ces monuments, donc, portent un entablement surmonté de statues. Alors, on voyait en prenant deux les mieux conservés et qui seront, par exemple, Charaxénos est remontable sans vraiment de problème. En plus, c'est des monuments où les tambours sont numérotés. Enfin, si vous n'aviez pas compris comment ça fonctionne, vous avez les renseignements. Alors, Charaxénos est le stratège étolien au moment de la création du concours d'Essotérie et personnage très important. Alors, il dit simplement Charaxénos, Kudrionos, donc fils de Kydrion, étolien, Apollonie à Apollon. C'est tout. Alors, on ne sait pas ce qu'il a offert. On ne sait pas ce qu'il y a dessus. La première idée, à l'époque de la découverte, a été de mettre un cavalier.
Mais c'est stupide parce que jamais un cavalier n'est présenté de cette façon-là. Le cavalier a toujours la dédicace devant lui et pas sur le côté. C'est pas possible. Alors, pour qu'il n'explique pas ce que c'est, il doit donc s'agir de statues divines. On a 3 emplacements au-dessus. Bien, Apollon. Apollon qui est à la fois l'Apollon de Thermos, le grand Apollon étolien, mais aussi l'Apollon de Delphes, second grand dieu des Étoliens. Artémis, la grande déesse étolienne, l'Aphria de Calydon. Et puis Athéna, qui est l'Athéna Pronaia, l'Athéna compagne d'Apollon, qu'elle a reconduit à Delphes, venant du Tempé où il avait été purifié. Le monument d'Aristaïnéta, c'est beaucoup plus simple. Aristaïnéta, qui nous pose des problèmes. À un moment, on a eu envie de la marier à Charyxénos. On n'a aucune raison. Parce qu'elle dit qu'elle offre sa statue, celle de son père, de sa mère et son fils. Alors, on se dit, ils sont un peu serrés, sauf si le fils est petit et est dans les bras de sa mère. Alors, c'est un monument très intéressant parce qu'il fait des citations, on retrouve des éléments delphiques dans le monument d'Aristaïnéta. Alors, le monument le plus imposant, c'est le monument de la famille Lycos-Dioclès, qui a eu un certain nombre de malheurs. D'abord parce qu'on a retrouvé un morceau avec les noms de 3 femmes, qui ont des noms, l'une s'appelle Scylla, l'autre Léaïna, et elles ont été tout de suite envoyées comme courtisanes. On a fait la base c'était l'Etaïron base donc, qui était au musée remontant. Enfin. Mais elles ont leur père, hein, c'est des dames tout à fait honorables. Et ce monument donc, de la famille Lycos-Dioclès, donc grande famille étolienne, avec les statues. Alors on a ici, alors il y a 2 versions. Finalement, on a pris la version courte. Un homme, une femme dont on a la dernière syllabe K. Ensuite, le donateur, hein, Lycos-Dioclès, celui qui fait le monument. Puis on a ses 2 filles. Et la fille de Dioclès, sans doute sa sœur. Donc c'est un monument de famille. La version plus grande a 7 personnages et insérait un fils. Bon, donc là il y a encore un peu des travaux à faire sur ce monument. Alors, le monument à 2 colonnes, c'est les monuments du IIIe siècle. À la fin du IIIe siècle et durant le IIe siècle s'impose un nouveau type de monument, ce sont les piliers. Alors, le prototype, évidemment, c'est le pilier du char des Rhodiens où la forme était imposée par le quadrige du soleil. Alors, donc vous avez ici le monument de Prusias. Alors, tous ces monuments ont eu... le dernier, celui-là, n'est pas à nous, hein, c'est pas à Delphes, c'est le monument d'Athènes. Mais tous ces monuments, on les a tous fait grandir au cours de nos études. Le char des Rhodiens avait 6 assises dans les publications antérieures, nous a passé à 8. Et puis le lendemain de la publication de l'article, on a retrouvé un bloc et on a dû passer à 10 assises. Prusias, nous l'avons agrandi vers le haut en lui trouvant le fameux bloc du moissonneur. Donc ici c'est Paul-Émile qui a été agrandi par la conjonction de Paul-Émile et du pseudo-pilier à rosette, hein, qui avait été... Homole avait bien vu les choses et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, il a décidé qu'il y avait 2 monuments. En fait, je crois que c'est à cause des sources anciennes qui disent que Paul-Émile a trouvé, alors au pluriel, des colonnes, columnae, anticluses. Alors ici, donc, on a un autre, le monument de l'empereur romain, dit d'un empereur romain, qui en fait est un monument pergaménien. Et puis, alors tout cela, c'était un ensemble qui se trouve près du temple. Il nous manque, ici dans la liste, le pendant,
Eumène pour Eumène du pilier de Prusias, pendant étolien. Ensuite, on a ici la série, alors en fait il y en a que deux, hein. Ces deux monuments, le pilier d'Atale, qui se trouve à l'angle de la terrasse Attalide, qui a été rejoint un peu plus tard, et ça a modifié complètement l'accès, bon, on a les traces de l'escalier, tout ça, avec le pilier en deux versions. Donc vous avez la première version, et puis la version que nous l'avons agrandie en lui ajoutant le fameux pilier, dit troisième pilier pergaménien de dos, qui aussi rentre dedans. Donc là, avec des piliers pour lesquels on a des problèmes, ici il semble qu'on ait soit un bige, soit deux chevaux qui pourraient être celui d'Eumène et de son frère Attale II, avec l'iconographie des deux rois qui ont été associés à un certain moment, vers 160, des deux rois frères, modèles de l'amour fraternel. Alors, le dessin, c'est pour montrer que le pilier repris par Agrippa est beaucoup plus du type du pilier, quoi qu'il soit pour un quadrige, du pilier d'Attale que du pilier d'Eumène. Alors, le pilier de Paul-Émile pose un certain problème, puisque dans la première étude qu'on avait faite, on pensait que le pilier, c'était la partie bleue, qui était le pilier de Persée, puis dessus, on avait mis du marbre blanc. En fait, on a découvert que c'était plus compliqué que ça, que le marbre de Limette, il est bleu et blanc, et que si vous allez au musée, vous verrez que la plaque avec les noms, la dédicace, elle est blanche d'un côté, bleue de l'autre. C'est pas toujours très très commode. Et donc, c'est aussi le problème de la frise, et donc là, de l'utilisation des reconnaissances. La frise a été voulue pour le monument, c'est ce que nous pensons finalement, ou est-elle un remploi? Donc là, il y a encore des discussions à propos de ce monument, donc nous allons reprendre l'étude. Mais nous avons retrouvé, à la suite des découvertes épigraphiques, un autre pilier qui, lui, porte des inscriptions d'époque macédonienne, entre guillemets, c'est-à-dire avant la destruction du royaume macédonien par Persée. Et alors, donc, on compare les deux piliers. Le pilier portait une statue, alors là, ça n'a rien à voir, hein, c'est simplement pour montrer comment ça se présentait, portait dessus une statue en pied de Persée. Alors là, ça pose des problèmes parce que dans cette version, alors le pilier a des textes liés à la Macédoine. Est-ce qu'il y avait un pilier de Persée qui est allé jusqu'au bout? Alors on peut évoquer le cas du pilier de la statue d'Antiochos que Acilius Glabrio voulait détruire, et puis on l'a fait remarquer que bon, c'était une dédicace, pas du roi, hein, donc c'était un peu discutable, et il a cédé finalement, et là c'est peut-être ça, alors on ne sait pas qui aurait dédié ce pilier. Donc là il y a encore des énigmes. Alors voilà le pilier d'Eumène, j'ai mis un truc avec point d'interrogation parce que c'est Eumène et sans doute Attale. Le pilier de Prusias, alors c'est le dessin courbi rehaussé par Didier Laroche. Hein, Et alors là maintenant, c'est pour finir, le point important, c'est les coupes. Alors c'est à la coupe, là on est avant 174, c'est-à-dire avant les piliers de Persée. Et vous avez ici donc Prusias, c'est la coupe. Alors vous voyez ici le monument de Daokos, ici la colonne des danseuses, hein, vous repérez la colonne des danseuses, donc ici le pilier, et ici vous descendez, vous voyez ici toute la partie isodôme, et ici, là, donc vous avez le portique des Athéniens. Alors il faut visualiser le sanctuaire comme ça. Il y a très peu de coupes qui ont été faites, les coupes de l'Atlas sont faites dans la situation actuelle, donc ce n'est pas très parlant pour l'Antiquité. Alors, vous remarquez des choses à voir. Les piliers, donc, on ne dépasse pas le haut de l'architrave. Et ça fonctionne.
Bon, alors, il y avait un dessin qui est complètement faux, parce que c'est à l'époque où on croyait que le pilier pour l'empereur romain, devenu prince de Pergame, se trouvait devant, enfin, l'emplacement indiqué dans l'atlas et le guide, et en fait, ça ne tient pas, et ça va bien pour le deuxième percé, ce qui est très bien pour le texte de Polybe et de Tite-Live. Ils sont bien in vestibulo, enfin, c'est-à-dire sur la place du pronaos. Et vous remarquez une deuxième hauteur, c'est le niveau des acrotères, et vous remarquez que la colonne d'acanthe a son trépied qui est le pendant du trépied d'acrotère. Mais là, nous ne sommes pas dans de la statue de roi. Alors là, bon, là, il y a une erreur, hein, c'était 160, c'est pas 180. Alors, vous avez avec le pilier de Paul-Émile, et vous remarquez que Paul-Émile ne dépasse pas la frise, ne passe pas au-dessus de la frise. Donc, y avait-il une loi? On n'en sait rien, on n'a aucun texte qui le dit, mais on a les éléments qui... Alors, pour terminer, je vous montre ce tableau d'Herculanum qui nous a permis de comprendre le monument que nous avions à Delphes, voilà, avec le trépied, l'omphalos, et puis cet encadrement. Je vous remercie.